Bonjour chers internautes, bienvenue dans cette vidéo. C'est Samy au micro. Et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a pour titre « La vengeance d'une femme blessée ». Ma situation professionnelle n'était pas mauvaise, elle était même très bonne. Mais sur le plan financier, vous savez, je n'ai jamais été satisfait. À chaque augmentation des salaires, j'étais joyeux. Mais au bout de 3 mois, cette augmentation ne suffisait plus. Je reprenais mes demandes de découvert à la banque ou des prêts chez les usuriers. Et pourtant, j'étais sous-directeur dans la grande administration. En plus, ma femme enseignait dans une école primaire, mais son salaire suffisait à peine pour les frais du petit déjeuner. Nos 5 enfants fréquentaient aussi bien de collèges publics que privés, dont les frais d'écolage rongeaient sérieusement notre budget. En plus, nous avions chez nous une petite sœur de ma femme, une de ses nièces, sans compter mes 2 petits frères. Chaque mois, quelqu'un de la famille arrivait du village et s'installait chez nous pour quelques jours et même des semaines. Et si je vous parlais de mes factures d'électricité, d'eau et de téléphone, vous comprendriez que je suis un vrai pauvre. Très souvent dans le mois, j'empruntais le bus pour arriver au building administratif. De nombreux passagers me regardaient avec dédain et pour cause, j'étais toujours en veste et cravate. C'est le minimum exigé pour un sous-directeur de la grande administration. Pour vivre mieux, une seule idée m'obsédait. Devenir directeur dans la grande administration ou directeur général d'une entreprise d'État. Un soir, rongé par les soucis, je restais dans mon bureau, préférant attendre que les autobus se vident un peu pour me diriger vers l'arrêt bus. Le balayeur entra dans mon bureau et s'étonna de me voir encore là. Je le fis asseoir pour discuter avec lui de tout et de rien. Puis je lui demandai, « Aboubacar, vas-tu toujours rester balayeur toute ta vie ?» Il me répondit, « Chef Otoko, je ne peux rien faire d'autre. Si j'étais instruit comme vous, je serais directeur. » « Ah bon? Et comment pourrais-tu devenir directeur? » « Chef Otoko, vous n'êtes pas dans le pays alors? » « Quelle question? »« Chef Otoko, comment devient-on directeur ou même ministre dans ce pays selon vous? » « Par le travail. »« Quel travail? » La mode d'aujourd'hui, c'est la visite chez le marabout pour avoir une place importante. Le pays est trop dur. Si je pouvais devenir le directeur de balayeur, mon marabout m'aurait aidé dans ce sens. Il est très fort. Je lui ai envoyé plusieurs personnes qui sont devenues très importantes. Je ne veux pas vous citer des noms, bien sûr. Ah bon? Ton marabout est très fort. Mais qu'attends-tu pour me conduire chez ce marabout? Aboubacar me répondit, le bureau peut attendre demain. Allons-y. C'est en taxi que nous nous rendîmes chez les marabouts qui habitaient dans un quartier populaire situé très loin du building administratif. Il était familier avec Aboubacar. Il me reçut seul dans une chambre à coucher. « Grand marabout, lui dis-je, je suis sous-directeur et je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Faites quelque chose pour que la vie puisse me sourire à belles dents chaque jour de l'année. Grand patron Otoko, c'est facile. Si Aboubacar t'a conduit chez moi, il sait pourquoi. Il a vu lui-même tous les hommes que j'ai conduits au succès. Mais laisse-moi quelques minutes consulter mes génies et je t'appellerai. » Je retournai donc dans les salons pour discuter avec Aboubacar. Un homme bien habillé, en costume 3 pièces, nous retrouva et participa à notre discussion. 30 minutes plus tard, le marabout m'appela. « Grand patron Otoko, pour obtenir ce que vous voulez, c'est simple et difficile à la fois. » C'est vrai, grand marabout, que rien n'est facile et difficile dans ce bas monde. Que dois-je faire pour sortir de cette misère? Une seule chose. Tu dois t'accoupler avec une folle jusqu'à ce qu'elle soit enceinte de toi et fasse un enfant. Dès le 7e mois de sa grossesse, les portes s'ouvriront grandement devant toi. Tu verras. Après 3 mois de recherche, je finis par trouver la folle qu'il me fallait. Elle habitait dans un marché de la banlieue. Chaque matin, elle se promenait nue à travers la ville pour ramasser des ordures qu'elle jetait ici et là. Son prénom était Aminata. D'après mes renseignements,
Elle est devenue folle à la suite d'une dépression nerveuse. Pourtant, de mauvaises langues disent qu'elle était victime de la magie noire. Elle avait, dit-on, trompé son mari. Malgré un corps crasseux et des cheveux ébouriffés, Aminata demeurait belle, avec sa peau de lune et ses dents blanches. Je voulais avoir sa confiance avant d'avoir des rapports intimes avec elle. Chaque soir, à mon retour du travail, je dînais rapidement, puis vêtu d'un jogging, je sortais sous prétexte que je préparais les prochains Jeux Olympiques. Par conséquent, je devrais m'entraîner à marcher chaque soir sur des dizaines de kilomètres. Ma femme m'encourageait. Tu auras la médaille d'or. Ce n'est pas normal que pour la marche, seuls les pays développés obtiennent des médailles d'or. Pour cette compétition, l'Afrique peut gagner toutes les médailles. Du courage, chérie. Elle savait d'avance ce que le pays donnait à un médaillé olympique. Un avancement spectaculaire en grade, une villa, une voiture, plus beaucoup d'argent. Pendant 3 semaines, Aminata la folle refusait toutes mes avances. Elle refusait non seulement de me répondre, mais également tout ce que je lui donnais. Je ne perdais pas espoir. Même avant de rentrer chez moi tard dans la nuit, je courais près de 800 mètres. Ma femme me découvrait fatigué, perlant de sueur. Cette nuit-là, quand j'arrivais, je me faufilais entre les étals du marché sans me faire remarquer et je m'approchais de l'endroit où la folle dormait. Il faisait froid et elle se chauffait à un feu de bois que laissait sans doute une marchande de beignets. À ma grande surprise, c'est elle qui s'adressa à moi. « Ah, te voilà, j'avais hâte de te voir. J'ai très faim. Que m'as-tu apporté cette nuit ?» Je ne savais que répondre, tellement ma surprise fut grande cette nuit-là. Je n'avais rien acheté pour Aminata, pensant qu'elle ne m'écouterait pas comme d'habitude. Elle vint à mon secours. « Je sais que tu n'as rien apporté aujourd'hui. J'ai très faim. Va m'acheter du pain et une boîte de sardines. » Sans prononcer une seule parole, je fis des acrobaties entre les étals. Je ne tardais pas à découvrir une boutique. J'achetai en plus du Coca-Cola. Quand elle commença à manger, je lui demandai pourquoi elle était toujours nue. « Je ne suis pas toujours nue. Je porte une culotte et des bas 5 jours dans le mois. Et toi, grand patron, pourquoi viens-tu me voir chaque nuit? Je t'aime. » « Toi, tu m'aimes? » « Oui, Aminata, je t'aime. » Ah, l'amour, c'est une vraie maladie. Si je suis folle aujourd'hui, c'est à cause de l'amour que j'éprouvais pour un homme. Ah bon? Que s'est-il passé? À cette question, elle se jeta sur moi. J'eus très peur. Elle s'est blottie contre moi et pleura. Ne me fais pas revivre un souvenir douloureux. Elle resta dans mes bras. Je me sentis si bien dans ses bras. J'en profitai pour la caresser. Et ce qui devait arriver, arriva. Cette nuit-là, Aminata la folle devint ma maîtresse. Il m'arrivait de rester avec elle jusqu'à l'aube. Les mois passaient. Le ventre d'Aminata prenait du volume. Finalement, le moment était venu de la quitter. Elle l'avait senti. « Mon patron, toi aussi, tu vas m'abandonner avec mon enfant dans le ventre. Suis-je faite pour être malheureuse toute ma vie? » Je tentais de la rassurer en lui promettant de la loger dans une maison, de lui offrir des vêtements et des bijoux. Elle ne me crut pas. « Tu es vraiment un homme. Pourquoi toujours mentir aux femmes? C'est tellement simple de dire la vérité. » Après cet entretien, je ne revins plus au marché de la banlieue. Une rumeur courut dans toute la ville. La presse à scandale s'en empara. La plus belle folle du pays est enceinte. On dit qu'Aminata a été mise dans cet état par un haut fonctionnaire en quête d'une promotion. Ma femme aussi me parla de cette rumeur. Je ne m'en inquiétais pas, personne ne m'avait aperçu avec la folle. Je savais me dissimuler pour arriver à la cache d'Aminata qui ne connaissait même pas mon nom. C'est par l'un de mes secrétaires que j'appris qu'une institution religieuse de charité avait pris en charge Aminata. 11 mois après ma première relation intime avec la folle, la télévision annonça une nuit la liste de nouveaux promus de la fonction publique. Et je devenais ainsi directeur dans la grande administration. Les avantages étaient énormes. Mon prédécesseur allait à la retraite anticipée.
Après la passation des services, j'ai invité mes collaborateurs, tous mes collaborateurs, à un cocktail, à une grande fête. Et ce fut dans la joie, dans une grande clameur de réjouissance, que j'ai pris la parole pour remercier les uns et les autres. Mes chers collaborateurs d'aujourd'hui et de demain, sachez que la réussite vient toujours après un travail inlassable. La joie était à ton comble. Tout le monde dansait, tout le monde se réjouissait. Ma phrase n'était même pas terminée quand je vis Aminata la folle, toute nue, avec un bébé dans les bras, venir vers moi. Oui, Aminata était là. Aminata aussi était venue à la fête. Aminata était bel et bien là devant moi. Le bébé qu'elle portait avait déjà pris mes traits. Mes cheveux roux et la cicatrice sur mon front étaient présents chez cet enfant. Oui, Aminata et son bébé étaient là. Aminata était venue gâcher la fête. Toute nue, elle va se présenter devant moi avec son bébé. Toute nue, elle s'approchait de moi. Et elle s'est mise à crier. « Otoko, grand chef Otoko, tu ne peux pas m'abandonner ainsi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu vas savoir que je suis une folle. Tu dois m'épouser à l'instant même et m'installer dans une grande villa. Dans la villa que tu m'avais promise. » Je n'entendis rien. Je ne vis plus rien. Une chaleur monta dans tout mon corps. Cette nuit-là, j'ai tombé évanoui.